À la une ce soir, la colère des habitants de Gourbert. Fatigués par le manque d'eau, les riverains du quartier de Bisdari avaient cadenassé l'entrée et la sortie de la ville de Basse-Terre. Ils ont surtout posé un barrage sous les fenêtres de Lucette Michaud-Chevry, la présidente de la CSBT. Et dans quelles circonstances a été tué Guy Hameau à Marie-Galante? Le juge d'instruction a ordonné ce matin une reconstitution pour tenter d'en savoir plus sur le meurtre de cet octogénaire agressé à son domicile. ATV Guadeloupe a suivi cette reconstitution. Et faut-il avoir peur de se baigner à Roseau, dont nous vous vantions la rénovation hier? Selon une rumeur qui enflamme les réseaux sociaux, un requin de plus de 3 mètres aurait été aperçu par un pêcheur. Un faux ou un tox? Soyez attentifs au reportage à suivre de Linda Kayarsi. Et enfin, le Crédit Agricole lance la 3e édition du concours Talent Gourmand. En partenariat avec le guide des restaurants gastronomiques Botin Gourmand, Xavier Coriolan, chargé de communication du Crédit Agricole Guadeloupe, est l'invité de ce journal. Et bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis heureuse de vous retrouver. Lassés par le manque d'eau depuis une dizaine de jours, les habitants du quartier de Bisdari à Gourbert ont décidé de passer à l'action. Après avoir érigé quelques barrages dans le chef-lieu, ils se sont rendus directement au domicile de Lucette Michaud-Chevry, la présidente de la CSBT, afin de poser un barrage sous sa fenêtre. Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter et les commentaires de Jacques Canval. Depuis 10 jours, il n'avait pas une goutte d'eau qui coulait de leur robinet. Au 11e jour, vint la goutte de trop, et c'est sous les fenêtres de la présidente de la communauté Grand Sud Caraïbes, Lucette Michaud-Chevry, que déborda le vase de la colère dès 6 heures du matin. Donc vous comprenez que c'est une situation qui n'est pas tenable pour nous, population de Gourbert, surtout que Gourbert c'est une ville d'eau. Donc nous avons décidé ce matin de nous mobiliser parce qu'il fallait que ça cesse ou qu'on trouve une solution à ce problème. Donc là, nous avons trouvé une solution de transition, je dis bien de transition, où quelques réponses ont été apportées, mais c'est un problème technique qui nécessite un certain temps. Donc là, nous attendons de voir ce qui sera fait. Nous avons signé un protocole d'accord et on reviendra après voir l'état d'avancée des travaux. Après moult palabres, les habitants de Gourbert, en particulier ceux de la section de Bisdari, entamèrent des négociations avec Philippe Cholette, représentant Lucette Michaud-Chevry, toujours alité après ses épreuves judiciaires. Le problème, c'est un problème de production. Nous ne produisons pas assez d'eau pour distribuer. Si vous voulez, nous produisons 3500 mètres cubes, mais nous consommons 3500 mètres cubes. Donc nous n'avons pas, c'est toujours à flux tendu. Il n'y a jamais de quoi faire une petite réserve quelque part. Donc aujourd'hui, avec l'accord de la population, et je leur remercie, nous avons acté des tours d'eau pour que personne ne reste 3 jours sans eau. Voisins de ce barrage à domicile, les ouvriers de la banane n'ont pu s'empêcher de prêter main forte aux habitants en colère. Les barrages ont été levés à la mi-journée avec la signature d'un protocole, encore une fois rempli de promesses. Et les habitants de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique subissent également des coupures d'eau depuis plusieurs semaines. La ville de Fort-de-France est particulièrement impactée, au plus grand désespoir des riverains et des commerçants à bout de nerfs. Reportage Alizé Lutran, Michelet François. Pas une goutte d'eau au robinet. Des coupures de quelques heures qui durent désormais des journées entières. Dans cette résidence au cœur de Fort-de-France, la trentaine d'habitants vit au rythme des pénuries. Impossible à certains moments de prendre une douche ou de faire la vaisselle. L'heure est au système D. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question dans Fort-de-France. L'eau ne monte pas jusqu'au 5e étage, au 8e étage. Au premier étage, au rez-de-chaussée, il y a de l'eau. Il y a de la pression. Ils remplissent le bidon d'eau, le seau d'eau et puis ils vont chez eux. Même constat, un peu plus haut, au Terre-Saint-Ville. Les commerçants subissent de plein fouet les coupures. Dans cette pâtisserie de quartier, on fait avec les moyens du bord. J'ai commencé à midi jusqu'à 17h30 sans eau. Alors on a essayé, enfin on a travaillé, j'ai pris des bouteilles de chanfleur pour pouvoir nettoyer, passer la serpillière. Des fois on nous prévient, on nous dit que l'eau va arriver et puis là on reste toute l'après-midi sans eau. Ou bien on nous dit que ça va arriver vers 9h, 10h et puis midi, jusqu'à midi on n'a pas. Mais c'est pas évident, il n'y a pas d'eau. Il faut se laver les mains, il faut tout faire, mais moi on fait avec. Pour trouver le problème, il faut remonter à la source. À l'origine des coupures, une casse survenue suite au tremblement de terre fin avril dernier sur l'un des réservoirs qui alimente le cœur de la capitale.
Face à l'urgence de la situation, la régie communautaire de l'eau Odyssey a doté certaines résidences de compresseurs pour alimenter les étages et fournit chaque jour des packs d'eau aux usagers impactés. Le centre-ville de Fort-de-France est construit effectivement sur l'eau et qu'une casse à Fort-de-France est plus difficilement repérable effectivement qu'une casse au Lamentin, à Shellcher ou à Saint-Joseph. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Odyssey a mis les moyens. On a 4 ou 5 équipes qui tournent toute la journée en repérage de ces casses-là pendant cette période un peu difficile pour garantir un repérage rapide, des réparations rapides et surtout un retour à un service normal. Une trentaine de foyers sur les 2500 que compte le centre de Fort-de-France seraient encore touchés par les pénuries d'eau potable. La pièce endommagée sur le réservoir est introuvable en Martinique. En cours d'acheminement, elle devrait arriver la semaine prochaine. En attendant, on a un système de secours qui permet de livrer la population avec les inconvénients des périodes de pointe. En période de pointe, effectivement, on a à peu près une trentaine de ménages sur les 2500 qui se retrouvent avec un filet d'eau. Les travaux sur le réservoir devraient débuter dans 2 semaines. À la fin du mois, la totalité des foyers devrait revoir l'eau couler normalement au robinet. Et après les échauffourées qui ont éclaté hier entre les forces de l'ordre et les membres de l'UGTG, suite à l'intrusion d'une centaine de manifestants dans les locaux de Route de Guadeloupe, le dialogue semble plus que jamais rompu entre les parties. La région Guadeloupe envisage désormais de convoquer le conseil administratif de Route de Guadeloupe afin d'arbitrer sur cette affaire. Le point avec Linda Kayarsi. Plusieurs semaines de blocage et des négociations au point mort. Hier, la tension est montée d'un cran à Route de Guadeloupe. Comme seule réponse, gouvernance à Route de Guadeloupe, nous, c'est vigile et memblo pour travailler avec nous. Donc tout le monde sait ce qui est passé hier. Il a blessé un camarade qui était venu porter un soutien pour nous hier. Il a hospitalisé et il a pété cheville. Il a eu plein coup. Donc c'est ça la réponse que je dis là, que le président Charles Kabamoun, c'est vigile et memblo. Toujours sur la table, 2 points de revendication, la nouvelle bonification indiciaire et la revalorisation du régime indemnitaire. Nous voulons revaloriser le régime indemnitaire à l'ensemble des agents à Route de Guadeloupe. Donc si ça, nous déjà fait une avancée, il était d'accord sur ça, mais simplement nous avons dit, là où on va mettre curseur, là, il mettait un trop bas. Parce que si nous faisons un véritable retour en arrière, nous allons rappeler que le régime indemnitaire a daté de 2009. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Nous partons de 2014, 2015, 2016 jusqu'à aujourd'hui-là. Donc nous estimons que nous avons fait un gros effort. Contacté par téléphone, la direction de Route de Guadeloupe n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Et au chapitre social toujours, aucun bus ne circule sur le réseau Mosaïque depuis 3 jours en Martinique. Les chauffeurs de la CFTU et leurs sous-traitants ont décidé de débrayer en raison d'un problème de marquage des arrêts. Une mobilisation qui a évidemment pénalisé les usagers des transports en commun. Après 3 jours de paralysie du réseau, il a fallu trouver un système D. Reportage Guy Raphaël René. En l'absence des bus, au 3e jour de grève, les usagers n'ont plus aucun intérêt à passer par la gare routière de Fort-de-France, complètement déserte. Aujourd'hui, pour se déplacer, chacun se débrouille comme il peut. Aujourd'hui, je vais faire appel à ma mère qui viendra me chercher pour me ramener chez moi. Donc, c'est pas évident. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi à chaque fois il y a ces grèves à répétition, ça commence à devenir un peu lassant. Beaucoup se retournent vers les taxis collectifs, notamment ceux qui souhaitent aller vers Shellcher, une commune desservie exclusivement par les bus Mosaïque. Le problème, c'est que là, je travaille sur Shellcher et c'est impossible de monter par rapport aux grèves des bus. Donc du coup, je serai obligée de prendre un taxi de casse-pilote. Au point Saint-Pierre, au point casse-pilote, ça dépend. Bellefontaine, ça dépend. S'il y a de la place, oui. S'il n'y a pas de place, on attend. Ça vous fait combien pour le taxi? Pour le taxi, c'est 2,20 €. Ouais, je crois que c'est 2,20 €. Et le bus, ça vous revient combien? Le bus, c'est 1,80 €, 2,50 €. Vu que je dépends des bus, donc c'est tout un tralala pour aller sur tout ce qui est la colline, des marches, rectorat et tout. C'est compliqué en fait. Finalement, vous avez trouvé un taxi pour vous déposer plus loin? Oui, mais c'est en air d'action. Du côté des conducteurs de taxi de la côte Caraïbe, on est plutôt content de dépanner les passagers. De toute façon, ça en plus va nous, puisque nous n'étions plus clientèle.
Par conséquent, c'est du gagnant-gagnant. La clientèle là content aussi parce que pas de bus, il n'y a pas besoin de payer en taxi place 10 €, il n'y a pas payer 2,20 € le venir en parking. Non, et sur la route, c'est 1,30 €. Donc par conséquent, je pense que tarif nous pas excessif. Donc tout le monde content, moi content, il est content. En revanche, les taxis collectifs du Sud sont moins satisfaits de la grève. La clientèle est plus rare aujourd'hui. Ça pas tellement belle parce qu'on regarde mon sortie rivière pilote. Et puis 5 personnes, le rivière ici, rivière salée, du reste moyen de rivière ici à Épi. Et là, on est en tête de file. Et 11h moins le quart, ou là pour 3h30, 4h. C'est un peu normal parce que ces gens-là savent comme quoi que pas de bus pour voyager. Le nombre de passagers en quantité sous pont, ça n'existe plus. En tout, seules les 10 lignes de Saint-Joseph sur les 60 ont fonctionné jusqu'à 10h. Après 10h, la totalité des lignes était à l'arrêt. Et retour sur cette affaire qui a secoué l'île de Marie-Galante il y a quelques mois. Le 18 septembre 2016, Guy Hameau, 84 ans, était agressé à son domicile à Capesterre de Marie-Galante. Admis au CHU de Pointe-à-Pitre, il devait décéder quelques jours plus tard, créant un terrible choc émotionnel dans une Marie-Galante réputée pour son calme. Ce matin, au cours d'une reconstitution ordonnée par le juge d'instruction, la justice a tenté de cerner les contours de cette affaire. Reportage Isabelle Hameau avec les commentaires de Karen Diam. Les abords de la maison où s'est produit le drame ont été sécurisés. Sous les yeux de la famille, des amis, des voisins et des curieux de Guy Hameau, les prévenus et policiers se dirigent vers celle-ci pour effectuer la reconstitution de l'agression. Nous avons procédé en fait à l'examen des versions de chacun pour l'instant des mises en examen sur comment s'était déroulée la scène. Donc on l'a refait in situ dans la demeure de la victime. On va certainement réentendre les deux intéressés et ensuite s'il n'y a plus d'actes à réaliser, à ce moment-là, le dossier partira ce qu'on appelle en règlement pour savoir si les deux intéressés seront ou non renvoyés devant une cour d'assises. Les versions entendues ce jour sont similaires aux premières recueillies en fin septembre 2016. Deux jeunes hommes qui se sont introduits dans la maison en passant par la cour avant de commettre l'irréparable et s'enfuir par la même issue en emportant de l'argent et des objets de valeur. Selon nos informations, l'un des deux présumés aurait clairement avoué le meurtre. Une présomption d'innocence qui s'applique encore à ces deux personnes, mais effectivement les faits tels qu'ils ont été relatés, tels qu'ils ont été reconstitués aujourd'hui corroborent ce qu'ils ont déjà dit et sont similaires pour les deux personnes. Donc ça permet effectivement de s'en tenir à une version et c'est ce qui permettra de faire avancer le dossier et de peut-être clôturer l'instruction prochainement. Mais les peines sont inconnues aujourd'hui et ne peuvent pas du tout être prévisibles. Des éléments qui n'atténueront pas la douleur de la famille pour autant. On imagine la scène, on imagine la violence, on imagine tout ce qu'il a enduré à ce moment-là. Au point de perdre la vie, c'est un oncle qu'on adorait, qu'on estimait, c'était le pilier de la famille. Affectivement, on ne peut pas passer une journée sans appeler le tonton Guy, notre tonton Guy. Donc aujourd'hui, on a énormément de peine. Au-delà de Capesterre, c'est toute la population marie-galantaise qui se sent concernée par ce drame. Parce que mon oncle était connu aussi bien à Capesterre qu'à Grandbourg, qu'à Saint-Louis. Il œuvrait dans les églises de Capesterre, de Grandbourg et de Saint-Louis. Et c'était un homme extrêmement affable et connu. Et voir les gens pleurer là ce matin, ça m'a moi-même touché et ça m'a porté quelques larmes aux yeux. Il fallait attendre le pire pour qu'on réagisse. Mais c'est l'irréparable le pire. Nous avons une souffrance qui est perpétuelle jusqu'à la mort où nous l'aurons. Les prévenus ont regagné leurs cellules. Les investigations du juge d'instruction se poursuivent. Et dans moins d'une semaine, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, soumettra un projet de décret à la communauté éducative. Il permettra, entre autres, aux représentants départementaux de l'Éducation nationale d'avoir la possibilité de réinstaurer la semaine de 4 jours à l'école primaire. Y êtes-vous favorable? Patrick Curie et Moïse Dexter vous ont posé la question. On vous écoute. Je veux bien 4 jours. Oui. Et le mercredi, il reste à la maison. Pourquoi? Et c'est plus avantageux pour moi. Et vu que je travaille, et pour lui aussi, il est fatigué en fin de semaine. Il n'y a pas vraiment d'explication en fait. Je sais pas, on a l'impression qu'il joue avec les cours et le programme des parents. Les parents qui sont déjà habitués comme ça, qui ont leur boulot et tout. On a l'impression qu'ils font un peu ce qu'ils veulent en fait.
Et nous, on doit s'adapter. Oui. Pourquoi? Mais c'était comme ça avant. Alors, il vaut mieux que ce soit comme ça, que ça retourne comme ça. Pour les parents qui travaillent, c'est bien, quoi, parce que bon, voilà, le mercredi, bon, les gens qui ne travaillent pas le mercredi peuvent garder leurs enfants. Et bon, je trouve que c'est bien de garder son enfant le mercredi, de passer un moment avec, que d'envoyer juste aller pour qu'on puisse garder pour nous à l'école, non? Alors, ça sera non, parce que bon, les élèves peut-être n'ont pas assez d'heures pour se reposer, se rattraper et tout ça, donc je ne sais pas. Enfin, en ce qui me concerne, on peut garder les 4 jours. Si ça fonctionnait avant, pourquoi ça ne fonctionnerait pas aujourd'hui? Oui, je pense que ça peut être une bonne chose pour les enfants. Bien sûr. Pourquoi? Parce que ça fait plus de repos. Et lorsqu'on est à l'école, on peut mieux travailler. Après, moi, je pense que c'est mieux parce que ça permet de pouvoir faire plus de choses et tout. Et puis voilà. C'est bon, alors l'école lundi, mardi, jeudi, vendredi. Pourquoi? Comme ça, les enfants ont une petite faveur et les parents seraient bien aussi. Il faut savoir aussi que les élèves, quand on est à l'école pendant une semaine environ, ça fatigue à force de se réveiller tôt, ça demande une organisation vis-à-vis de la famille et autres. Et l'enfant, des fois, peut être fatigué, saturé. Mais s'il y a une pause, pourquoi pas? Personnellement, ça risque pas de m'arranger, sachant que j'ai des enfants qui ont déjà pris le cours, en fait, se sont déjà adaptés à la nouvelle situation, ce qui a été mis en place. Et aujourd'hui, leur dire qu'il faudra encore changer, ça va nous obliger, papa et moi, à refaire quasiment toute revoir tout notre planning, nos plannings à tous les deux. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, l'histoire invraisemblable d'un jeune Guyanais confronté à un imbroglio administratif. Et puis, y a-t-il un requin qui se balade près de la plage de Rozoa-Capesterre-Belle-Eau? Linda Kayarsi a mené l'enquête. Alors qu'il pensait pouvoir intégrer sa formation d'ambulancier, Christophe, 25 ans, a appris il y a quelques semaines que ce ne serait pas le cas à cause du prix de la formation que Pôle emploi a refusé de prendre en charge. De même pour la collectivité territoriale de Guyane qui exigeait un cofinanceur. Impossible alors pour le jeune homme de trouver les 6 500 € nécessaires pour financer cette formation. Du coup, celui-ci a dû renoncer à son projet professionnel. Reportage Charlotte Fleury. En février dernier, Christopher, 27 ans, passait les tests pour une formation d'ambulancier. Il a réussi le concours d'entrée. Pourtant, il a appris il y a 2 semaines qu'il ne pourra pas rejoindre la formation qui débutera mardi prochain. Au niveau du financement, c'est ce qui me bloquait. Le Pôle emploi m'a dit nous ont refusé car la somme était trop importante. Donc je me suis dirigé vers la CTG et la CTG demande un cofinanceur. Donc le cofinanceur avec le Pôle emploi m'a dit non. Donc en gros c'est moi, donc je ne peux pas financer 6 500 € comme ça. Ouais. Le jeune homme, ancien déménageur, avait décidé de se reconvertir dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, il déplore le manque de moyens pour les formations. Moi, j'ai tout fait de mon côté, j'ai tout fait pour passer les tests et tout ça. Donc après, le financement, c'est dommage qu'il n'y a pas plus de moyens. Parce qu'en gros, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Il n'y en a que ça, et puis après, voilà. Si un dit non, l'autre demande un cofinancement. Si on n'a pas d'économie, on ne peut pas. On va envoyer des candidatures spontanées dans n'importe quel travail. Puisque les formations qu'on demande, on ne peut pas. Donc voilà, se diriger autre part, mais bon, c'est chiant, quoi. C'est pas... Sans s'être préparé pour, quoi. Il en a bien conscience, Christopher n'est certainement pas le seul dans ce cas-là. Il ne perd pas espoir et compte bien retenter sa chance par la suite. Bon, c'est juste qu'il faut plus de moyens. Parce que bon, je pense pas que je suis le seul. Et je pense qu'il y avait d'autres dans mon cas. D'autres personnes qui ont passé les tests en même temps que moi qui sont dans mon cas aussi. Moi, de toute façon, je me prends plus la tête avec ni CTG ni Pôle emploi. S'il faut que j'économise pour payer ma formation, j'économiserai. Et certains organismes bancaires investissent pour développer le potentiel et les talents des Guadeloupéens. C'est le cas du Crédit Agricole qui lance pour la 3e année consécutive le concours de talents gourmands. Xavier Coriolan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chargé de communication du Crédit Agricole. Alors, ce concours, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste exactement ? Oui, en effet. Donc, le concours talents gourmands est né d'une alliance entre les 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole et Bottin Gourmand Magazine. Cette alliance, c'est une promotion du territoire
vouloir mettre en avant les savoir-faire de chaque territoire. Donc, cette aventure a commencé sur tous les territoires de France hexagonale et se termine avec nous en Guadeloupe. Du champ à l'assiette. Il y a 3 catégories représentées, l'agriculture, métier de bouche, restaurateur. Et là, vous avez déjà appelé en fait toutes ces personnes à participer au concours. Tout à fait, parce que cette aventure, elle a commencé en janvier par une phase de candidature en ligne sur talentgourmand.fr de janvier à février. Ensuite, un jury national s'est positionné sur les différents dossiers et nous a fait remonter les meilleurs dossiers, 3 catégories d'artisans, d'agriculteurs et de restaurateurs. Quel est l'intérêt pour un établissement bancaire comme le Crédit Agricole de s'investir dans un tel projet? Alors je vais vous dire, aujourd'hui, Crédit Agricole, toute une banque pour vous, c'est toute une banque présente dans toutes les catégories socio-professionnelles, présente sur son territoire avec l'envie d'accompagner son territoire pour l'excellence. Vous parlez d'accompagnement, il y a effectivement une récompense financière qui l'accompagne, avec l'introduction d'une dotation de 1 000 €, je crois, mais pour tous les participants et pas uniquement les gagnants. Alors, les gagnants auront une dotation de 3 000 €. Seulement, comme il n'y a jamais de perdant, les autres aussi auront une dotation de 1 000 €. Mais au-delà de la dotation financière, c'est aussi une notoriété. Botin Gourmand Magazine dispose de contacts, de vrais contacts avec de grands chefs de métropole qui sont d'ailleurs aujourd'hui avec nous, tels que Éric Guérin et Jacques Genin, qui ont participé à des jurys de Top Chef, Master Chef et qui font partie des top 3 des meilleurs chocolatiers de France et qui vont par la suite pouvoir accompagner ces savoir-faire locaux en leur donnant un plus pour pouvoir rayonner sur leur territoire et aussi être présents sur toutes les bonnes adresses de métropole et aussi des Antilles. Il faut le rappeler, c'est un guide spécialisé pour les restaurants gastronomiques. Tout à fait. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le parrain cette année, c'est Jimmy Bibrac, un restaurateur qui est d'ailleurs assez connu en Guadeloupe, notamment sur la côte sous le vent. Vous m'aviez dit également qu'il y a énormément de médias présents en Guadeloupe pour couvrir cet événement. Nous comptons énormément sur vous, les médias, justement, pour pouvoir, avec nous, promouvoir tous ces talents. Jimmy Bibrac, qui est le gagnant de la première édition, est aujourd'hui le parrain de cette 3e édition, chef du jury, et aura aussi à cœur d'accompagner ces nouveaux entrants, ces nouveaux finalistes, dans l'aventure, sur le territoire, en étant de vrais talents gourmands. Cela veut-il dire également que le Crédit Agricole se positionne davantage pour encourager les jeunes chefs d'entreprise, enfin les jeunes entrepreneurs à se lancer et que les financements suivent? Tout à fait, les financements suivent, mais ce n'est pas seulement une question de financement, c'est une question de, j'ai envie de vous dire, de fidélisation. De fidélisation parce qu'au-delà de cette relation qui va naître de par le côté professionnel, c'est aussi l'accompagnement personnel, des projets personnels, familiaux, voilà. Oui, écoutez, je vous remercie alors Xavier Coriolan d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que les talents gourmands, il y aura justement la finale, en tout cas une cérémonie ce samedi. Tout à fait. Expliquez-nous. Alors, nous aurons la finale qui se fera dans nos jardins, donc un peu... on l'a pensé un peu à la MasterChef, on va utiliser notre parc pour pouvoir faire concourir ces 9 finalistes. Et le soir, nous célébrons les gagnants avec notre partenaire hôtelier à la Créole Beach. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez entendu parler de cette rumeur qu'un requin a été aperçu au large de la plage de Roseau à Capesterre-Belle-Eau? Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on pourra le cuisiner samedi, mais en tout cas, hâtez-vous de le retrouver. Info ou intox, Linda Kayarsi a mené l'enquête. On regarde son reportage. Très bien. Depuis plusieurs jours, la plage de Roseau à Capesterre-Belle-Eau fait parler d'elle sur les réseaux sociaux et les ondes. À Capesterre-Belle-Eau, depuis plusieurs jours, un requin de 3 mètres à 3,50 mètres se baladerait sur le littoral de la commune. Les supputations vont bon train. Un requin qui aurait été aperçu par un employé communal.
Mais c'est pas à part bassin là, pas à côté de ce canot là. C'est l'envoi. Mais pour le moment, bassin là toujours. En les maçons, en les bois habitants, pas ta terre, dans la mer. Info ou intox, ce matin sur la plage de Roseau, les discussions vont bon train. Eh bien, je crois qu'il peut avoir un requin, peut-être d'après de la saison. Ah, je dis pas, les requins, ça reste qu'au fond de la mer, ouais. Ça ne vient pas au bord du rivage, hein. Ça reste au fond. Ça m'empêche pas de baigner. Hein. Pour d'autres, il s'agit tout simplement d'un bad buzz. On n'a pas encore vu de requin. Et il n'y a pas de requin à Roseau. C'est un intox. Moi, je pense que c'est des gens qui veulent nuire aux eaux pour que les gens ne viennent pas baigner à Roseau. Mais il n'y a pas de requin à Roseau. Je suis là depuis tous les jours, depuis 5h30 du matin. Je vois des gens qui viennent se baigner, mais requin, il n'y a pas de requin à Roseau. Et ces capestériens ont bien raison de ne pas céder à la panique, même s'il est possible d'observer des requins près de nos côtes. Plusieurs espèces sont présentes dans nos eaux et elles ne sont pas agressives. On a ici les nourrices qui peuvent très bien être vues là-bas. En surface, c'est rare, c'est plutôt des animaux de fond, des animaux dormeurs. Par contre, un requin qui est très commun chez nous, c'est le requin citron, qui est très très commun, qu'on peut voir. Il faut savoir que la mer, il n'y a pas de barrière, pas de frontière. Donc les requins, ils ont libre d'accès, ils peuvent aller n'importe où ils veulent dans la mer. Donc n'ayez pas peur, le requin ne viendra pas vous attaquer, surtout pas en Guadeloupe, il y a déjà eu d'attaque. C'est pas maintenant que ça arrivera. Car tout simplement, en Guadeloupe, on ne fait pas d'attraction autour des requins. On ne ferme pas des gens dans des cages comme en Afrique du Sud où on met du sang autour pour que les requins viennent pour faire des photosensations. Donc on n'excite pas les requins, on n'existe pas et donc ils ne viendront pas nous attaquer. Aucun danger donc et un retour à la sérénité sur la plage de Roseau. De quoi être rassuré. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking de Géant Casino de Bas-du-Fort à Gosier de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.